sur Bonjour à l'LMH. toutes et à tous. Donc, je vais aller un petit peu plus loin que ce que vous a présenté Kenji. Donc, je m'appelle Elisa Salamanca, je travaille dans l'équipe produit et je m'occupe aujourd'hui de tout ce qui va toucher aux thématiques, les fonctionnalités d'IA, de machine learning, d'opérationnalisation et de gouvernance. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ce qu'on a fait un peu plus, on va dire, de manière un peu plus pragmatique sur l'IA générative. Donc, je vais commencer un petit peu par une petite intro sur nous, qu'est-ce qu'on a fait dans Dataiku comme application d'IA générative, les fonctionnalités qu'on a implémentées et la manière dont on l'a pensé dans le produit, et puis vous faire un petit peu une ouverture sur ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment et ce qui va arriver dans les prochains mois. Donc, avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet et ce qui va vous permettre de construire vos propres applications d'IA générative, qu'est-ce qu'une application d'IA générative? L'exemple que je vais vous donner ici, c'est AI Prepare, qui est une des fonctionnalités de Dataiku qui va bientôt être publique. AI Prepare, donc, c'est vraiment un exemple assez parfait de comment est-ce qu'on peut tirer profit de l'IA générative pour faire des applications puissantes. Donc là, je vous montre un petit exemple. Donc on a cette recette visuelle et la recette de préparation de données dans Dataiku. Il y a un nouveau bouton qui déclenche une fenêtre de dialogue, comme vous voyez ici, où finalement l'idée c'est vraiment de changer complètement l'expérience de préparation de données. Au lieu de de réfléchir aux différentes étapes de préparation de données que vous devez appliquer pour transformer la donnée, vous avez juste besoin de l'expliquer avec du texte naturel. Donc là, vous expliquez ce que vous allez faire. Là, c'est en anglais, mais ça fonctionnera également en français. Et l'assistant qu'on a développé va venir transformer ça dans le langage que Dataiku comprend et vous proposer les étapes de préparation. Donc, la manière dont on l'a développé, nous, c'est que ça soit complètement transparent et que donc l'opérateur ici, là, par exemple le data analyst, est en capacité de voir ce qui est proposé, de changer, de régénérer. Et derrière, ça ajoute les étapes de préparation de données et vous pouvez les modifier. Donc, juste ici, c'est illustré comment est-ce que nous avons essayé de jouer avec l'IA générative et l'intégrer dans la plateforme et que ça puisse servir finalement à l'intégralité de nos utilisateurs. C'est comme ça que, a priori, tous nos utilisateurs vont toucher du doigt l'IA générative à travers ces fonctionnalités, ces assistants qu'on est en train de développer et d'implémenter. Donc AI Prepare, c'est probablement le premier que vous avez pu voir dans le produit. Mais on en a d'autres, ça a été un tout petit peu évoqué aussi avant. Globalement, on essaye d'en rajouter un maximum pour transformer complètement l'expérience de préparation de données, de machine learning dans une entreprise. Donc, j'évoquais AI Prepare, mais on a aussi travaillé sur des assistants de code. Donc, pensez Copilot et ce qui a été implémenté déjà sur GitHub, sur VS Code. Donc, nous intégrons des assistants pour générer du code, le documenter, faire des tests unitaires un petit peu partout dans nos interfaces de code, donc dans Code Studio et dans nos recettes visuelles, nos Jupyter Notebook. Et puis, le troisième, finalement, grand assistant sur lequel on a travaillé, c'est la partie plus documentation, génération de métadonnées avec de l'IA générative. Donc ici, le flow, donc ça va être des flow zones, ça peut être des datasets, ça va être des recettes de code ou des recettes visuelles, générer de la documentation à partir de ça. Donc, quand vous pensez un petit peu à ce que Kenji vient de vous dire sur les différents patterns d'application qui se retrouvent un petit peu systématiquement, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit c'est à peu près la même chose. On a nos trois assistants et c'est quasiment les trois un peu patterns qu'on voit, du Q&A pour AI Prepare, de la structuration d'informations avec la partie flow documentation, flow explication, et puis de la génération avec les codes assistants. Donc on a un peu utilisé le même processus que ce qu'on recommande à nos clients et à nos prospects, aux gens avec qui on travaille. On a commencé par ces patterns-là et on a commencé à faire des choses de ce type. Maintenant, on est vraiment là pour parler plutôt de ce que Dataiku va vous permettre de faire, vous, et comment est-ce que ça va vous permettre de faire vos propres applications d'IA générative. Et donc, avant de détailler les fonctionnalités, je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit par les différents interlocuteurs avant. Mais on essaye vraiment de résoudre les quelques problèmes et les barrières qu'on a identifiées à l'essor de l'IA générative dans une entreprise. On en voit finalement de gros sujets. Le premier, c'est que c'est des technologies qui sont quand même assez avancées et qu'il y a aujourd'hui assez peu de personnes qui sont en capacité de les maîtriser et d'en tirer profit au sein d'une entreprise. Donc il n'y a pas assez d'experts pour utiliser et manipuler ces technologies-là. Et le deuxième, c'est finalement ce fossé qui existe entre ces technologies innovantes, excitantes et nombreuses et la réalité dans une entreprise. Et les gros freins qu'on identifie nous, premier, c'est que avec les services d'IA générative et notamment les API qui sont fournis,
il y a un risque que les données sortent données sensibles sortent de vos établissements, de vos infrastructures. Il y a un risque d'avoir des hallucinations. Ça, c'est les nouvelles, on va dire les nouvelles problématiques qui sont en train d'émerger avec les LLM et l'IA générative, c'est que ça invente du contenu. On a un risque aussi de propagation de biais. Ça a été entraîné sur les données de l'Internet et donc ça propage ce que ça a appris. Bref, un certain nombre de problématiques de sécurité, de confidentialité et de conformité qui nécessitent de mettre en place de la gouvernance et de la sécurité. Le deuxième frein, ça a été dit aussi à nombreuses reprises, mais c'est la technologie, elle évolue tout le temps. ChatGPT, ça sortait il y a 1 an, et depuis, il y a 2 semaines, OpenAI a lancé le GPT-4. Donc, il y a un modèle qui sort tous les jours, ou des services qui sont en train d'émerger tout le temps, et vous ne pouvez pas vous enfermer dès aujourd'hui dans une de ces technologies-là. Vous avez besoin de garder vos choix ouverts et une forme d'indépendance par rapport à ces fournisseurs. Donc, vous avez besoin d'agilité et de changer pour pouvoir utiliser les dernières technologies disponibles et les comparer entre elles. Et le dernier finalement frein, c'est les coûts. Faire tourner un modèle de langue comme Llama 2, donc un modèle open source sur ses propres infrastructures, ça coûte beaucoup d'argent. Et de manière générale, ça coûte de l'argent et donc c'est répercuté sur les coûts de feed API que les providers vont mettre en place. Donc vous avez besoin, vous, quand vous allez faire émerger ce genre d'application-là dans vos contextes, de les contrôler. Et donc finalement, la réponse qu'on apporte à ces problématiques-là, elle se situe autour de 2 gros piliers. Le LLM Mesh, ça vous a été présenté assez en détail. Je ne reviendrai pas sur les concepts qui ont été décrits par Kenji, mais je vais vous montrer en pratique les fonctionnalités, ce que c'est, et les 4 niveaux sur lesquels je vais rentrer un petit peu plus en détail pour vous expliquer aussi ce qu'on a fait aujourd'hui, ce qu'on compte faire dans les mois qui arrivent. Premièrement, le LLM-Mesh, c'est vraiment la partie fondation, c'est la plomberie, c'est ce qui va vous permettre d'utiliser ces technologies sans avoir à vous soucier de toute la partie infrastructure technique. Et ce n'est pas un concept, c'est vraiment des fonctionnalités qu'on a implémentées dans Dataiku et donc que je vais vous présenter tout de suite. Ça a été un tout petit peu vu ce matin dans la démo, mais globalement, tout s'appuie sur ce concept de connexion LLM qui vont vraiment être cette couche qui permet de découpler la couche applicative des services sous-jacents. Donc on voit là qu'on a toute une série de services. On s'intègre avec les derniers providers de LLM, les vector stores, des modèles open source, des modèles privés. Et ça se traduit par toute la série ici que vous voyez dans les interfaces visuelles de typologie de modèles. Vous avez le choix entre du GPT 3.5, du GPT 4, du Cohere ou alors un modèle qui est fourni côté Hugging Face. Ici, vous voyez que c'est aussi accessible dans les interfaces de code. Et quand on regarde un peu plus précisément ce que c'est qu'une connexion LLM, c'est un choix de modèles qui sont fournis par le type de provider et un ensemble de paramètres qui vont venir justement apporter cette couche de sécurité. Donc là, vous avez la capacité de définir qui a accès à ces services. Vous pouvez aussi contrôler comment toutes les informations vont être loguées, c'est-à-dire toutes les inputs, outputs, etc. Et vous avez accès derrière à toutes ces informations-là dans vos audit logs. Donc là, c'est la forme un peu brute, mais Dataiku permet aussi de les utiliser sous la forme d'un dataset structuré. Et ça, c'est intéressant que vous voyez ça comme ça, parce que je vais vous montrer un exemple de monitoring de coûts avec ces logs-là. Et ce qu'on a rajouté également pour essayer de rajouter cette partie gouvernance, sécurité et on va dire contrôle de filtres, c'est un certain nombre de choses que vous voyez ici. Donc on peut regarder, détecter s'il y a de la donnée nominative qui va sortir et bloquer les requêtes si jamais ça en est. Des API de modération qu'on peut rajouter. Donc on détecte si la réponse du LLM est toxique ou même si ce qu'on demande au LLM est interdit. On peut aussi rajouter des filtres qui vont dire je ne veux pas que le nom de mes employés ou le nom de mes clients sortent. Donc un certain nombre de termes interdits. Et là, un exemple de comment est-ce qu'on peut faire du cost monitoring avec Dataiku en utilisant justement toutes ces fonctionnalités. Vous voyez ici, vous pouvez faire de l'agrégation par projet, par application, par typologie de service, et vous avez un peu un monitoring détaillé de quelles sont les applications qui ont utilisé tel type de LLM, combien ça m'a coûté, et voir un petit peu vraiment la tour de contrôle de ce qui est fait avec Dataiku et avec les LLM. Donc le LLM Mesh, comme j'essaye de l'illustrer là, ce n'est pas un concept, c'est vraiment des fonctionnalités très concrètes dans Dataiku qui vous permettent d'utiliser ces technologies-là dans un contexte d'entreprise et sécurisé. Maintenant qu'on a finalement un peu clarifié ce socle et ces fondations, le deuxième volet de notre roadmap, ça a été d'ajouter les fonctionnalités qui vont permettre de rendre ces technologies-là accessibles à tout le monde. Et c'est ce sur quoi on s'est focalisé au début. Donc Kenji disait tout à l'heure, commencer avec des choses simples, commencer avec des techniques simples, c'est exactement notre manière de voir les choses. On a commencé par
s'appuyer sur ces premiers niveaux pour que ce soit accessible à la majorité. On va commencer à traiter les thématiques beaucoup plus techniques et beaucoup plus avancées par la suite. Donc, premier point, c'est des LLM et même des choses de traitement automatique du langage sont maintenant des choses que tout le monde peut utiliser au quotidien. Et c'est ce qu'on a voulu faire dans Dataiku en faisant des recettes visuelles prêtes à l'emploi, qui embarquent du LLM, qui embarquent des templates pour faire de la classification, du résumé de texte. Et je vais vous montrer un exemple de ce que c'est dans Dataiku à l'instant. Ça, c'est bien pour traiter quand même un certain nombre de cas d'usage, mais parfois, on a besoin de mieux contrôler ce que va faire le LLM, mieux contrôler ce que va faire l'IA générative, et donc on doit faire un prompt. Et ça, c'est tout ce qu'on appelle d'ailleurs prompt engineering, et Dataiku a fait Prompt Studio pour permettre, justement, pour vous permettre de définir vos prompts, de les tester, de les comparer. Parfois, encore une fois, c'est pas assez, juste de faire du prompt engineering. On a besoin d'aller un cran plus loin, on a besoin d'ajouter ses propres données de connaissances pour adapter le résultat du modèle. Donc ça, c'est la technique qui est un peu connue sous le terme de Retrieval Augmented Generation, que j'expliquerai rapidement tout à l'heure pour ceux ou celles qui ne connaissent pas cette technique-là. Et dans Dataiku, on a voulu rendre ça accessible et plus facile. Et donc, on a des fonctionnalités qui permettent de faire de l'adaptation beaucoup plus simplement. Et puis, pour finir, les techniques avancées sur lesquelles je ne présenterai rien aujourd'hui, puisque c'est des choses sur lesquelles on est activement en train de travailler, mais je vous donnerai un petit peu les perspectives qu'on a sur ces sujets-là. Donc, premier niveau, des templates et des recettes visuelles pour faire du traitement automatique du langage de manière très simple. Globalement, c'est assez facile. Ça va être une nouvelle recette dans le flow qui va venir vous mettez un dataset en entrée, vous pouvez opérationnaliser ça et par exemple résumer ce que vous voulez, des appels clients, des tickets support, des product reviews, ce genre de choses, de manière complètement visuelle. Donc, on peut faire le tout sans une seule ligne de code en choisissant le modèle qui a été autorisé pour le cas d'usage par l'organisation et de manière très très simplement. Donc, comment ça fonctionne en pratique ? Vous avez des nouvelles recettes qui vont apparaître. Donc là, je prends un exemple de classification. Je peux utiliser des choses où il y a déjà, on va dire, les classes embarquées parce que de l'analyse d'émotions, c'est des choses qui sont assez standards. En l'occurrence, je choisis de faire de la classification propre, c'est-à-dire que je vais moi-même décider de choisir la typologie de classification que je veux faire. Le cas d'usage que je vous présente ici, c'est de la classification de nouvelles Reuters. Donc là, je choisis mon modèle. Je choisis Cohere, mais ça dépend vraiment de ce quoi vous avez envie d'autoriser dans votre entreprise. Je décide de classifier les descriptions associées à chaque news d'article de Reuters. Je mets mes classes. Donc là, c'est vraiment moi en tant que data analyst qui décide des typologies de classes que j'ai envie d'avoir. Donc là, je les rentre. Pour aider le modèle à l'appuyer dans sa prédiction, je vais choisir des exemples. Donc, je vais lui dire voilà un peu l'input la description et le type de classification que j'ai envie d'avoir. Donc ça, c'est juste après l'ajout d'exemples pour aider le modèle à performer. C'est ce qu'on appelle le in-context learning, pour ceux qui veulent avoir les détails. Mais c'est aussi simple que ça. Je peux en rajouter un certain nombre et je peux aussi décider d'ajouter un peu une explication pourquoi est-ce que le modèle a décidé de prendre telle classe. Donc ça me rajoute un petit peu d'explicabilité à mon processus. Et globalement, c'est tout. C'est tout ce que j'ai besoin de faire pour avoir ma classification. Je fais run, ma recette s'exécute et puis j'ai mes articles qui sont classifiés selon ce que j'avais envie d'avoir. Donc vous voyez ici la colonne predicted class et on peut faire derrière pas mal de choses. On peut faire des graphiques, on peut faire ce qu'on veut. Là, je fais une analyse très simple. Je regarde quel est le pourcentage d'articles qui parlent de tel sujet ou non. Mais globalement, ce que j'avais envie d'illustrer ici, c'est que c'est très très simple de faire du traitement automatique des langues avec ces recettes visuelles, alors que c'était quand même restreint à une population un petit peu experte auparavant. Et c'est ce qu'on a voulu faire, c'est rendre ces cas d'usage assez standards très accessibles. Le deuxième volet, donc on rentre au niveau du dessus et je ne vais pas vous faire une démo de cette feature-là. Vous pouvez aller la voir sur notre site internet si vous avez envie. Mais c'est notre Prompt Studio. Globalement, c'est vraiment l'interface qui va vous permettre de tester des prompts, tester des modèles entre eux, les comparer, regarder les coûts. Donc vous allez pouvoir voir peut-être meilleure performance, mais il est 2 fois plus cher. Finalement, vu l'écart de performance, je préfère prendre GPT 3.5 plutôt que de payer GPT 4. Vous allez pouvoir opérationnaliser ça, c'est-à-dire une fois que vous êtes satisfait du prompt que vous avez fait, transformer ça en recette et ça fait de l'opérationnalisation dans le flow.
Et puis, vous pouvez aussi enregistrer des templates. Donc ça, c'est cette idée de réutilisabilité, de collaboration entre différents types d'utilisateurs. Ces templates de prompt, par exemple, vous avez créé, quelqu'un a travaillé longtemps sur un cas d'usage de classification de tickets support. Une fois que le prompt a les bonnes informations, les bons exemples pour performer, ça peut être réutilisé par n'importe qui dans la structure pour faire de la classification. Donc cette idée, un petit peu de l'intégrer dans les frameworks de Dataiku avec cette notion de collaboration et de réutilisation. Maintenant, on passe au niveau 3, qui est donc cette idée d'aller un cran plus loin, de ne pas utiliser le modèle tel quel, mais de rajouter de la connaissance qui va vous être propre, ce qu'on appelle les techniques de Retrieval Augmented Generation. Et globalement, l'idée de ces techniques-là, c'est de combiner de la recherche sémantique avec l'IA générative. Donc, je donne un cas d'usage pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne. C'est j'ai une base documentaire, par exemple, toutes les règles de sécurité dans mon usine. Et j'ai envie d'en faire une base de connaissances facilement accessible. Donc, ces documents, je les coupe en petits morceaux et je fais ce qu'on appelle, je fais un vector store. Donc, je les stocke de manière structurée en embedding, donc une forme vectorialisée de ces données-là. Ce qui va me permettre derrière, quand un utilisateur va poser une question, par exemple, comment est-ce que je fais telle opération, l'opération, ce texte-là est recherché sous la forme d'embedding. Donc, on fait de la recherche de similarité. Je ressors tous les bouts de documents qui correspondent à cette opération-là, et le texte et l'algorithme d'IA générative va en faire une réponse structurée pour l'utilisateur. Et non seulement il a sa réponse à sa question, mais en plus il a les sources associées à la réponse. Donc il peut aller voir les documents plus précisément qui vont lui donner des exemples concrets. Donc c'est ce qu'on appelle Retrieval Augmented Generation, qui combine le LLM avec des bases de connaissances. Et ce qu'on a voulu faire dans Dataiku, c'est comme ce cas d'usage revenait tout le temps, chez tous nos clients, dans tous les secteurs industriels et dans toutes les zones du monde, le rendre, on va dire, trivial à faire. C'est ce que vous voyez ici à droite, à partir d'une base documentaire, avec une recette très simple de visuel qui permet d'extraire le texte de PDF, d'HTML, de doc. On crée un dataset avec ces données structurées et on fait une recette d'embedding, donc on crée un vector store, et à partir de là, très simplement, on enrichit un modèle, et une fois que ce modèle est enrichi, pareil, on peut faire des prompts et on peut faire des applications, et notamment là, vous avez un exemple de template de web app qui permet de faire notre interface de Q&A. Et globalement, l'idée qu'on a là, c'est vraiment en même pas une heure, on arrive à avoir notre Q&A sur une base documentaire, et ça a été fait par quelqu'un qui n'est pas un expert d'IA générative. Donc, pour aller un peu plus loin sur qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans le produit et ce vers quoi on tend, aujourd'hui, vous avez encore développé votre application de Q&A. On a des templates pour ça, mais ça reste quand même quelque chose qui doit être rajouté comme une web app. Ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment, c'est vraiment compléter toute la boucle en version low-code, mais aussi permettre des cas d'usage beaucoup plus avancés. Donc là, je parle vraiment de la première application simple, mais on peut faire des choses très très complexes avec ces techniques de Retrieval Augmented Generation. Donc on travaille aussi à donner les outils et les moyens à des utilisateurs, des data scientists, des développeurs, pour aller plus loin encore et faire des choses beaucoup plus exotiques. Et je pense que c'est aussi l'ouverture que j'avais envie de donner aujourd'hui, c'est que là, vous avez vu dans le détail des fonctionnalités qu'on vient de vous présenter, qui ont été développées réalisé il y a quelques semaines, on a vraiment cherché à traiter ces premiers niveaux de complexité, parce qu'on pense qu'il y a énormément de valeur qui peut en être tirée et que c'est ce qui permet de rendre ces technologies-là accessibles à beaucoup de monde dans une entreprise. Maintenant, on va aussi aller s'attaquer au niveau plus avancé. Donc, on travaille sur des recettes de fine-tuning. Une fois qu'on a fine-tuné son modèle, que ce soit aussi accessible dans le LLM Mesh et que ça bénéficie de tous les avantages que j'ai évoqués précédemment. On est en train aussi de travailler sur des méthodologies d'orchestration d'agents. Donc, tout ce qu'aujourd'hui va se faire par du code, mais voilà, l'idée c'est de mettre encore plus d'outils dans la main de vos développeurs et de vos data scientists pour qu'ils puissent aller encore plus loin. Et on travaille aussi sur pas mal de choses autour de l'opérationnalisation des LLM. Donc comment, une fois qu'on a, je sais pas moi, développé une prompt recipe, comment est-ce que celle-ci peut être sous forme d'API, comment est-ce que c'est scalable, tout ce genre de choses qui vont vraiment amener l'opérationnalisation à un cran au-dessus. Et ça fait un peu la transition avec la présentation qui va vous être faite un petit peu plus tard sur notre roadmap autour de l'Ops.
Si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à venir me voir, à venir nous voir. Une grosse partie de l'équipe produit de Dataiku est présente aujourd'hui dans les stands produits là-bas. Il y a beaucoup de choses sur notre site internet. Et puis, n'hésitez pas à nous contacter via vos représentants, vos AE, vos CSM. Nous, on aime vous parler, on aime avoir votre feedback. Et moi, particulièrement, j'aimerais savoir ce que vous pensez de nos fonctionnalités pour voir comment on peut les améliorer dans les semaines qui arrivent. Je vous remercie. Merci.